Ça, c'est une photo de moi. Alors, vous trouvez ça peut-être un peu étrange que je mette une photo de mes pieds pour me présenter. Il y a beaucoup de chances que si vous me croisez dans la rue, vous ne regardiez pas mes chaussures pour me reconnaître. Vous attendez à avoir une photo de ma tête, de mon buste, même de moi tout entier. Mais en quelque sorte, je trouve que c'est une bonne analogie avec la manière dont moi, en tant que scientifique, je suis évalué par ma communauté. Donc, il faut savoir que depuis les années 1600, les scientifiques, pour partager leur savoir, vont produire des articles scientifiques, vont écrire des ouvrages, et c'est la manière dont le savoir est disséminé. Et c'est aussi la manière dont le savoir est évalué. Donc si moi je veux avoir des nouveaux financements, je vais aller auprès d'un comité et je vais devoir leur montrer le nombre de publications que j'ai fait. Il ne suffit pas d'avoir 2 publications, il faut en avoir plein. Plein et des bonnes publications. Donc quelque part, c'est un aspect très restrictif où on ne nous évalue que sur un aspect de ce qu'on fait. Alors qu'en tant que scientifique, on fait beaucoup de choses différentes, on emploie beaucoup d'outils différents. Donc on va enseigner, on va faire des expériences, on va développer du code, produire des données, toute une série de choses finalement qui sont classiquement pas ou très peu valorisées. Et donc, l'idée de ce que je veux vous montrer dans cette présentation-ci, c'est que finalement, en étant open par rapport à ce que vous faites en tant que scientifique, ça peut vous aider à vous valoriser mieux auprès de vos pairs. Et donc, je vais prendre 3 exemples bien concrets pour vous montrer comment est-ce qu'il y a moyen d'être plus ouvert en tant que scientifique et comment en profiter. Donc, moi, ma recherche en particulier porte sur les plantes et sur la manière dont les plantes interagissent avec leur environnement, avec une attention particulière sur les racines. Donc, je regarde la manière dont les racines vont prélever l'eau dans le sol. Et dans ce cadre-là, je produis beaucoup de données, notamment quand je fais mes expériences. Et typiquement, je vais produire des images de systèmes racinaires qui ressemblent un petit peu à ça. De ces images-là, je vais les analyser. Et donc, je vais ressortir de chacune des images un certain nombre de chiffres. Et ces chiffres, je vais les compiler en un graphique. Et ce graphique, c'est ce qui va me servir pour faire mon papier scientifique pour ma publication. Et donc, quelque part, on a ce graphique qui finalement est relativement restreint. C'est mon sommet de mon iceberg, mais qui repose sur énormément de choses. Donc, il va reposer sur des centaines, sur des milliers d'images. Et donc, l'idée ici, c'est de dire, toute cette partie invisible de l'iceberg, je peux la valoriser. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes ces données, je vais les rendre intelligibles et je vais les mettre à disposition sur un serveur pour que n'importe qui puisse les reprendre. Alors, de cette façon-là, je m'attribue quelque part le fait d'avoir créé ces données, mais je les rends aussi disponibles pour la communauté. Donc, ça va permettre à quelqu'un d'autre de retourner dedans et de les réemployer. Parce que je ne prétends pas pouvoir retirer tout ce qu'il est possible de retirer d'un jeu de données. Quelqu'un d'autre va pouvoir retirer des choses que moi, je n'avais pas vues. Alors, un deuxième élément, c'est du code. Donc moi, je passe beaucoup de temps aussi sur mon ordinateur, pour l'instant la majeure partie de mon temps, pour lire, pour écrire, mais aussi pour produire du code informatique. Alors pourquoi? Pour, comme j'ai dit, analyser les images que je vais produire, pour analyser mes données. Je fais aussi la modélisation, et donc c'est toute une série de codes qui s'accumulent. De nouveau, ça prend pour moi beaucoup de temps à produire, beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion. Et donc l'idée, de nouveau, même chose, je prends ce code-là, je le mets sur un serveur qui est dédié et je le rends accessible à tout le monde. Alors, une des premières choses pour lesquelles moi, ça m'est utile, c'est que ça permet aux gens plus expérimentés que moi dans ce domaine-là de le relire et de trouver les bugs que je vais avoir un petit peu partout dans mon code, et ça va permettre finalement d'améliorer mon travail et de rendre mes résultats plus solides. Une deuxième raison, c'est qu'il y a de grandes chances que quelqu'un ait déjà eu en fait le même problème que moi, donc qui a dû analyser par exemple le même type d'image que ce que moi j'ai dû analyser, et je vais pouvoir lui dire, ben voilà, moi j'ai déjà fait ça, mon code est là, il suffit de le reprendre. Et donc il y a aussi toute une idée de collaboration au sein de la communauté scientifique, et pas seulement de la communauté scientifique, c'est sur des plateformes gratuites, n'importe qui peut y aller si vous voulez par hasard analyser des images de racines. Alors le troisième élément que je voudrais mettre en avant, c'est ce qu'on appelle le peer review. Le peer review, c'est quand je veux publier ma recherche, j'écris mon article, je l'envoie à un éditeur, et cet éditeur va l'envoyer à son tour à 2, 3 experts dans mon domaine. Et ces experts, ce qu'ils vont faire, ils vont lire mon article, ils vont décider qu'en fait c'est très mauvais, ils vont le décapiter, le jeter à la poubelle. Voilà. Donc normalement, on espère que ça n'arrive pas trop souvent, ça arrive, mais la plupart du temps, normalement, ça passe quand même au travers. Alors, ce n'est pas seulement d'autres personnes qui font ça, c'est aussi moi qui fais ça. Donc moi, en tant qu'expert dans mon domaine, on m'envoie aussi régulièrement, 1, 2, 3 fois par mois, des articles que je vais devoir reviewer et évaluer. De nouveau,
ça prend beaucoup de temps. Je dois lire ces articles de manière beaucoup plus attentive que si c'était juste un article que je lis pour m'informer, parce que je dois trouver où sont les erreurs, où sont les possibilités d'amélioration. Et donc, je vais vraiment passer du temps à lire, à écrire un rapport que je vais envoyer ensuite à l'éditeur qui, après, va décider ou pas de publier l'article. Et donc, ce temps-là, j'aimerais aussi le valoriser. Déjà parce que ça fait partie du processus de publication scientifique, et donc sans ça, le processus n'existait pas. Et donc, moi, j'aimerais pouvoir dire, ben, j'y participe, et je suis un acteur actif là-dedans. Et donc, toutes mes reviews, je vais les mettre sur un site pour dire, voilà, j'ai reviewé pour ce journal, ce journal, ce journal, à telle date, etc. Et donc, l'idée, c'est vraiment de dire qu'on n'a plus seulement l'article sur lequel on est évalué, mais toute une série d'autres choses qu'on fait dans notre vie de tous les jours. Et donc, ici, j'ai montré l'exemple des données, du code et du reviewing. Mais il y a aussi plein d'autres choses. Il y a des gens qui vont bloguer leurs recherches. On peut partager aussi nos lectures, commenter les articles, etc. Et pour moi, en tant que scientifique, l'idée, c'est de faire un peu comme c'est le petit garçon dans le dessin animé Up, qui arrive chez le vieux monsieur dans le dessin animé et qui monte tous ses badges. Eh ben moi, c'est la même chose. En mettant tout open, je peux montrer mon badge publication, mais aussi mon badge producteur de données, mon badge producteur de code, mon badge reviewer. Une autre partie importante, une autre motivation importante, c'est finalement, moi je suis un fonctionnaire, c'est vous qui me payez, et donc j'estime que vous pouvez avoir accès à tout ce que j'ai fait. Et donc c'est aussi pour ça que je mets tout à disposition, quelque part, pour vous remercier. Donc si vous êtes intéressé par les racines, vous pouvez juste googler mon nom et vous trouverez tout sur les racines en accès libre.